en particulier, je me suis intéressé aux raisons de la marginalisation politique et sociale des communautés Peul, en particulier des éleveurs, en Afrique de l'Ouest. C'est là, dans plusieurs pays. J'ai travaillé en Mauritanie, dans la Mauritanie du sud-est, donc la zone de Oulinger, Silibabi, à la frontière avec les Mali. J'ai travaillé aussi au Mali, dans la région de Hongrie. Et plus récemment, je me suis intéressé au pôle Djougoué, au pôle de Djougou, au nord-ouest du Bénin, où j'ai travaillé avec l'association Laol Fulful, qui est ici représentée par mon ami et collaborateur, Jody Biegui. Alors, je vous ai dit que j'ai travaillé dans 3 contextes différents, donc bien évidemment, les différences entre ces 3 contextes et les différences entre les communautés Peul sont grandes. Mais en même temps, j'ai été saisi par les similitudes aussi, par ces 3 contextes. Et j'ai pu retrouver des similitudes dans les raisons qui rendent les communautés Peul marginales dans ces 3 contextes différents. Donc ça mérite une certaine réflexion. Pourquoi les Peul, dans des différentes situations, souffrent du même type de problèmes, de la même discrimination, de la même exclusion, de la même marginalisation. Alors, quelles sont ces similitudes? Tout d'abord, c'est une histoire longue d'une autonomie par rapport aux centralisations politiques. Donc ça, c'est dû aussi à l'histoire nomade et pastorale. C'est des peuples et des communautés qui ont su garder leur autonomie politique pendant longtemps, ce qui fait aussi la fierté de l'être Peul, du Peul libre. Mais en même temps, ils se sont retrouvés au sein des États-nations modernes, on en a déjà parlé, dans un processus de marginalisation. Cela dans les 3 contextes. Marginalisation due à quoi? Tout d'abord à le déclin, la dégradation des conditions pour mener à bien des activités d'élevage. Donc il y a une crise du pastoralisme qui est due à plusieurs raisons, on les a déjà évoquées, l'expansion des terrains agricoles, la crise climatique, etc. Donc cela rend les communautés Peul pastorales vulnérables du point de vue économique. Cela est ressenti aussi dans les esprits de toutes les communautés avec qui j'ai pu discuter, et cela est perçu vraiment dans les termes de la crise. On a la sensation et l'impression qu'il y a une tradition, donc Tawang, je pense qu'on pourrait l'appeler, qu'il y a une tradition qui est en train de se perdre, et c'est la tradition, c'est que l'on a trouvé à la naissance, c'est qu'on nous transmet, que nos parents nous ont transmis, c'est-à-dire les savoirs, pour maintenir et garder la tradition Peul pastorale. Mais je voudrais me concentrer aujourd'hui sur une autre question, une autre raison des marginalisations qui affecte les communautés que j'ai étudiées dans les 3 contextes. Et cette raison, c'est la subordination, la place subordonnée que ces communautés Peul ont dans la politique et dans la société locale dans ces 3 contextes spécifiques. C'est-à-dire que lorsque je travaille dans des projets, j'ai travaillé avec des ONG sur la gouvernance, la décentralisation, la démocratie locale. J'ai travaillé avec des projets internationaux sur les changements climatiques et la manière dont cela affecte les populations locales. Eh bien, les décideurs, les organisations internationales, malheureusement, interprètent les problèmes des Peul et leur marginalisation justement comme une fatalité. C'est pour cela que j'ai vraiment aimé les discours du général Cissé, quand il a dit que la marginalité, les problèmes des peuples ne sont pas une fatalité, mais ils ont des raisons politiques, sociales, historiques. Alors, les décideurs, les ONG, souvent pensent, en réalité, au contraire, que la marginalité des peuples, c'est une sorte de fatalité. Pourquoi? Ils disent souvent que si les peuples et les éleveurs ont des problèmes, c'est à cause d'abord de leur culture, parce qu'ils sont nomades, donc on les appelle les sauvages aussi. Ils sont incapables de vivre dans une société moderne et donc de vivre dans le respect mutuel avec les autres communautés.
comme si c'était un problème de leur culture. On pense aussi, et ça c'est souvent les techniciens et les décideurs des ONG, on pense que l'élevage c'est forcément une activité économique irrationnelle, et pour cela elle doit être changée, donc les nomades doivent se sédentariser, les éleveurs doivent changer complètement leurs activités, parce que sinon leurs activités sont complètement irrationnelles et ne peuvent pas être compatibles avec les activités dites modernes ou avec les activités sur lesquelles les ONG aujourd'hui se concentrent le plus, c'est-à-dire l'agriculture et la production de céréales. Et en plus, même un petit mot, puisque j'ai travaillé dans des projets internationaux sur les changements climatiques, quand on parle des changements climatiques, je pense qu'il ne faut pas faire des... c'est bien évidemment un gros problème, surtout au Sahel, mais il ne faut pas penser que c'est juste les changements climatiques les problèmes pour les éleveurs. Parce que, certes, il y a pénurie des ressources, il y a la dégradation des conditions écologiques et environnementales pour mener les activités pastorales, mais en même temps, il y a d'autres types de problèmes. Et en particulier, si on pense aux problèmes et aux conflits qui surgissent avec les populations des agriculteurs, ce n'est pas parce qu'il y a de moins en moins de ressources pour le pastoral, enfin, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi que les ressources sont redistribuées et sont appropriées par les autres populations. Et je pense notamment à la question de la terre, qui à mon avis deviendra de plus en plus importante les prochaines années. Dans plusieurs pays, il y a des processus de privatisation de la terre, donc des transformations du droit coutumier sur la terre en droit privé. Donc il y a déjà les programmes de ces types de réformes, par exemple au Bénin, il y a eu une réforme pareille en 83 en Mauritanie et il y a d'autres cas aussi. Cela expose les populations pastorales des Peuls à des gros problèmes, à des grosses menaces. Pourquoi? Parce que puisqu'ils sont considérés comme des éleveurs et donc à l'origine nomades, ils ne sont jamais les propriétaires légitimes de la terre. Donc une fois qu'on va transformer des droits coutumiers sur la terre en droits privés, des propriétés privées, ils vont être complètement exclus des terres sur lesquelles ils vivent depuis des générations. Parce que eux, ils ne seront pas en mesure de montrer qu'ils sont les occupants légitimes de ces terres. Il y a un autre problème sur lequel je me suis concentré en particulier en analysant la marginalité des Peuls, et c'est la faible participation politique, la faible présence des communautés Peuls dans les instances, dans les institutions politiques locales. Alors cela est souvent bien évidemment expliqué par les autres comme un manque d'intérêt pour les politiques des Peuls, les Peuls qui pensent à eux-mêmes, ils ne s'intéressent pas aux questions publiques. Je pense que là, aujourd'hui, on a plutôt l'exemple contraire, vu la présence, votre présence. Je pense qu'il y a d'autres types de problèmes qui expliquent cette faible représentation des Peuls au niveau politique. Et d'abord, moi j'ai rencontré dans les contextes, c'était vrai en Mauritanie, c'était vrai au Mali, c'est vrai au Nord-Bénin, c'est que parfois les Peuls sont encore considérés comme des étrangers localement, puisqu'ils sont nomades ou transhumants, donc ils sont pas reconnus administrativement, et donc ils n'ont pas droit de participer aux prises de décision. J'ai même travaillé pour des ONG qui développent maintenant toute la gouvernance locale avec l'idée, un principe tout à fait correct, de la démocratie participative et inclusive. Ils disent, comme la démocratie locale formelle ne marche pas très bien, les ONG introduisent d'autres types de prises de décision où ils disent chaque village et chaque organisation de la société civile participera à la prise de décision par consensus autour d'une table. Et bien, dans les contextes que j'ai étudiés, souvent les peuples ne sont pas représentés dans ces instances de décision qui pourtant s'appellent démocratie participative. Et pourquoi?
parce qu'ils sont remplacés par d'autres gens, peut-être les chefs de village du village d'agriculteurs local, qui les représentent eux aussi. Mais bien évidemment, ils ne peuvent pas représenter les intérêts des peuples, parce que leurs intérêts sont complètement en contraste. Donc, en travaillant avec des communautés de base, c'est ce que j'ai fait dans les 3 pays, je me suis rendu compte que l'un des gros problèmes, c'était les manques de représentation politique. Et c'est pour cela aussi qu'aujourd'hui je me retrouve ici, c'est parce que ça m'intéresse de voir ces types de mouvements sociaux que vous créez, et culturels que vous créez, justement pour donner la représentation politique, sociale et culturelle à tous les niveaux à ces communautés de base. Je pense qu'il y a d'autres types de problèmes quand même qui interviennent aujourd'hui, et ça c'est plutôt si je regarde dans les prochaines années ce qui va se passer pour les communautés Peul et les communautés d'éleveurs, c'est que j'ai ressenti dans les 3 contextes, c'est vraiment dans les 3 contextes sans différence, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a une forme de contraste ou une sorte de dilemme sur ce qu'on doit faire. Par rapport aux activités d'élevage, au pastoralisme, qu'est-ce qu'on fait? On va rester à l'écart et essayer de s'éloigner, de s'écarter le plus possible des centres de pouvoir et d'échapper des autres qui nous menacent et qui nous discriminent? Ou est-ce qu'on va se rapprocher en approfondissant le processus de sédentarisation et se rapprochant en ville, en changeant les activités d'élevage, en passant d'un élevage extensif à un élevage intensif, justement? Et cela pose des gros dilemmes, et surtout des dilemmes, je pense, au niveau aussi des générations. Dans les contextes que j'ai étudiés, j'ai trouvé qu'il y a des conflits qui émergent entre les différentes générations, entre des aînés qui aimeraient conserver un pastoralisme traditionnel, parce qu'ils ont appris cela, ils ont vécu avec cela, ils ont les souvenirs du bien-être du pastoralisme traditionnel. Et il y a des jeunes, pas des jeunes qui veulent changer les pastoralismes, mais qui veulent les quitter complètement. Donc moi, je me suis retrouvé face presque à des conflits générationnels qui deviennent problématiques, parce qu'il faut penser à la suite, à comment la société va se transformer, comment le pastoralisme va être préservé, sachant qu'il y a une jeunesse qui est un petit peu perdue, qui n'a plus de repères et qui n'est pas attirée par l'idée de reproduire et préserver les activités des aînés. Juste une dernière chose, je pense que dans tous les cas, ce que j'ai ressenti le plus lorsque les communautés avec lesquelles j'ai discuté, j'ai travaillé, la chose que j'ai ressenti le plus, c'était les besoins, justement, certains les formulaient de cette manière. On a besoin des cultures, on a besoin d'une nouvelle conscience, on a besoin des nouvelles connaissances pour savoir à la fois rester nous-mêmes et préserver notre vie traditionnelle, et à la fois réussir à interagir, à savoir être gagnant dans notre relation avec ce qu'on appelle la modernité, avec l'administration, avec l'écrit. Ça, c'est un gros problème. Quand on parle des cultures, des consciences, quand on pense aux communautés de base, il y a les problèmes de l'alphabétisation et de tout ce qui est écrit, tout ce qui est lié à l'administration, qui est perçu comme quelque chose d'étranger et de menaçant. Donc je pense qu'effectivement, il y a un gros travail à faire sur les organisations, les intellectuels, les représentants. Donc je me permets de reprendre encore les mots du général. Ces soucis d'organisation, je me permets de rajouter un mot peut-être joint sur les mots, pas seulement organisation, mais aussi organicité. C'est-à-dire au sens où les représentants politiques et les organisations sachent se faire vraiment les porte-parole des besoins des communautés des bases. Je vous remercie. Wow.